À votre député vous parle, cette semaine, on reçoit le député de Bonaventure, M. Sylvain Roy. Monsieur Roy, bonjour. Bonjour, M. Gagnon. Une bonne année. On vous souhaite de la Merci santé. beaucoup et je vous souhaite une bonne année à vous aussi. Puis le reste, ben, il faut travailler pour l'avoir. Hein? Ouais, Ça la fait santé en que, premier lieu. on souhaite d'avoir la santé pour bien travailler. D'ailleurs, votre homologue au fédéral, M. Philippe Toune, vous souhaitait de la santé aussi pour 2014 et plein de projets développeurs pour la Gaspésie. Quel homme bien attentionné. Je lui souhaite la même chose. Avec M. Toune, justement, on a fait un petit bilan, une récapitulation de l'année 2013. De votre côté, si on regarde, bon, vous avez fait votre première année complète, si on veut, comme député du côté, bon, pour le comté de Bonaventure. Si on fait un survol, là, 2013, qu'est-ce qui s'est passé? Si on débute, admettons, avec l'éducation, il y a eu des investissements de la part de votre gouvernement. Oui. OK. On va faire un survol. On ne sera pas exhaustif. On ne pourra pas tout couvrir, mais on va essayer de citer certains éléments. Bon, un des premiers investissements qui, moi, personnellement, m'a touché, c'est celui qui a été fait au cégep de Carleton. J'ai fait l'annonce avec le ministre Duchesne de 1,5 million de dollars pour le CIRAD. Le CIRAD, c'est un centre de recherche et d'initiation au développement durable qui a pour but de soutenir le développement de la région, d'aider les petites organisations qui ont besoin de chercheurs, de gens qui ont des maîtrises, des doctorats pour les aider à les orienter dans leur travail. Donc, c'est une belle annonce. C'est bon pour le cégep. Ça vient consolider 5-6 emplois et ça vient d'ouvrir les portes avec des collaborations avec les universités. Et vous vous rappelez que j'ai déjà eu et j'ai déjà dit que j'aimerais bien voir de la formation universitaire arriver en région, mais ça, c'est déjà, je dirais, un pied dans la porte pour donner de la crédibilité à notre institution qui est le cégep de Carleton, puis de permettre éventuellement l'ouverture de programmes de formation peut-être à distance. Il y a des discussions à ce niveau-là. Donc, on n'est pas encore prêt d'avoir une université On en n'aura pas. Gaspésie. Les modèles évoluent. Hein? Mhm. Actuellement, au Nouveau-Brunswick, ils font beaucoup de formations en vidéoconférence. C'est direct. Le prof est devant une caméra, puis tu as des étudiants dans 5-6 campus partout au Nouveau-Brunswick. Et ça fonctionne très bien. Et c'est reconnu, les gens ont des diplômes. Au lieu de se déplacer vers la formation, nous pourrions recevoir de la formation ici, chez nous, en vidéoconférence, et permettre au monde de rester chez eux, puis d'aller chercher des diplômes tout à fait honorable, puis qui va les professionnaliser pour leur permettre de s'intégrer sur le marché de l'emploi. Donc, c'est à venir, ça. Ça amène une économie. Hein. On n'a pas besoin de payer un loyer à Rimouski ou à Québec ou peu importe. Là. Souvent, on dit que, bon, on a une économie qui est très touristique, ressources naturelles, etc. Mais l'économie du savoir, là, c'est une économie qui est payante. C'est des gens qui ont des bons salaires, c'est des gens qui consomment beaucoup de culture, qui amènent un autre environnement, qui dynamisent. Donc, c'est à prioriser. Prenons Carleton. Ça a l'air de rien, mais quand on regarde le cégep, la masse salariale des profs qu'il y a là, le CIRAD qui vient d'être consolidé, on regarde Pesca à côté qui ne fait pas de bruit, mais qui a quand même une cinquantaine de professionnels avec des bons salaires. On a une économie du savoir qui est très structurée dans ce coin-là. Donc, on peut la consolider, puis on veut la consolider. Côté santé, bon, il y a eu quelques annonces au courant de l'année 2013. Bon, une toute récente concernant le service d'hémodialyse. L'hémodialyse, du côté de effectivement. Chandler. Ben, on a fait ça avant hier, je crois. La semaine dernière. Oui, la semaine dernière. Donc, c'est une annonce importante au niveau de l'hémodialyse. Donc, ça permet aux gens d'avoir des traitements tout près de chez eux et ne pas être obligés de s'en aller à Rimouski pour suivre des traitements. En général, c'est 3 traitements de 4 heures par semaine. Je veux dire, c'est beaucoup d'heures. Et l'hémodialyse à Chandler vient de permettre à des gens de revenir en Gaspésie ou, à tout le moins, d'avoir des services de qualité à proximité de chez eux. On a aussi annoncé le service externe de gériatrie ambulatoire à Chandler. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on vient de consolider le service aux personnes âgées en termes de soins de santé, de visites à domicile, etc. On vient de donner des conditions favorables au personnel pour bien soutenir les personnes âgées qui veulent demeurer chez eux le plus longtemps possible. Et ça, c'est un de nos axes qu'on veut prioriser, c'est le maintien à domicile. En somme, bon, côté investissement, on parlait de l'hémodialyse, c'était 1,2 1,2 million. million. Sega, écoutez, là, c'est 4, 5, 6 millions. Je n'ai pas ça en tête. Je n'ai pas la mémoire des chiffres, là. Pas bon en maths, Donc, là. environ 2 Mais, millions au total là, qui est investi en ah, santé. plus que ça. Plus que ça. Ben, je pense que le Sega, je ne me souviens pas si c'est pas 4-5 millions. OK, 4-5 millions. 4-5 millions, OK. là. Puis c'est peut-être plus. Là, il y a des gens sûrement qui l'ont en mémoire, mais je sais que c'est plusieurs millions de dollars. Non, c'est des investissements très Majeur, importants, majeurs, puis qui viennent soutenir le service à la population. Demeurons dans le bilan. On reviendra en santé tantôt. On parlera OK. de médecine nucléaire, entre autres. Là. Mais là, bon, investissement, il y a eu aussi en sport, entre autres, un aréna qui sera Oui. construit. Là. On a annoncé tout près de 6,2, 6,3 millions. Il n'y a pas longtemps,
Avant Noël. Avant Noël, pour consolider les infrastructures sportives. Et on a un des plus gros budgets par densité de population au Québec. C'est ça, dans toute une grosse dans part du tout gâteau, le Québec, là, la circonscription de Bonaventure, par tête de pipe, si vous me permettez l'expression, a été chercher, là, je dirais, un des plus gros morceaux. On parle de l'aréna de Passepébiac qui va être rénové, on parle d'un gymnase à New Richmond, terrain de soccer à Maria, j'en oublie, un parc à Port-Daniel, on parle aussi de la piscine à New Richmond. Donc, on parle quand même d'une consolidation d'infrastructures sportives qui est très importante. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres travaux qui vont être faits, mais pour le moment, c'est ce qu'on a annoncé. Puis les gens étaient très heureux de voir ça arriver dans leur terrain. Évidemment, le sport, on parle de loisirs, on parle de santé physique qui vient avec tout ça. Bien, absolument. Puis, bon, c'est sûr que d'avoir accès à des infrastructures sportives qui donnent le goût d'aller... Bon, prenons une piscine. Bon, c'est sûr que si tu vas te baigner, la piscine, bon, les systèmes de filtration commencent à être un peu désuets, là, c'est moins tentant. Il y a des affaires qui flottent, là. Mais quand tu rénoves une piscine, mais tu donnes le goût à des gens d'y aller, d'y retourner, puis de faire des activités sportives, effectivement. Aussi, à l'extérieur, on parle de loisirs, mais aussi de tourisme. Quand on parle des marinas, de la rénovation ou de l'implantation des marinas dans divers villages, villes et villages en Gaspésie. Ça, c'était, bon, c'est ce que j'appelle une approche sectorielle. Donc, le but, c'était de consolider les infrastructures d'accueil, entre autres des bateaux à voile, puis du loisir nautique. OK? Donc, on a soutenu la consolidation de la marina de Chandler, de New Richmond, de Bonaventure et de Carleton. 4 marinas. Et en arrière de ça, il y a une logique, puis il y a une volonté aussi de développer un genre je dirais, de route bleue. Corridor bleu. Un corridor bleu où, en consolidant les marinas, on va attirer des gens de l'extérieur, je ne sais pas moi, du Maine, des provinces atlantiques, etc., que des gens peuvent venir avec leur voilier dans la baie des Chaleurs parce que c'est un des plus beaux plans d'eau au monde. C'est un endroit qui est sécuritaire. C'est un endroit qui a une température très agréable en été. Donc, on a toutes les caractéristiques pour attirer d'une manière très significative un nombre important d'amateurs de voile. Et ça, ces investissements-là, excusez-moi, est-ce que c'est concernant plus le dragage ou l'implantation? Ah, il y a des travaux. Chaque marina avait ses besoins. Okay. Si on prend Chandler, il y avait du dragage. Si on prend Bonaventure, les quais flottants étaient désuets et l'électrification du quai, on était là, il y avait de grandes rénovations à faire. Donc, ils vont tout changer, les quais flottants, ils vont améliorer l'accès à l'électricité pour les bateaux, etc., etc. Si on parle de New Richmond, il fallait bâtir une capitainerie. C'est comme un bloc sanitaire de camping, mais avec les douches, etc. Si on parle de Carleton, c'était de mettre un brise-lames parce que le quai ou l'enrochement n'était pas bien fait pour ne pas avoir de la grosse vague. Donc là, le problème de sécurisation des bateaux à l'intérieur de la marina va se faire via les brise-lames. Tout ça dans une optique de développer un corridor bleu, d'amener des amateurs de voile de partout, je dirais, dans les provinces atlantiques ici, et d'aller se stationner dans chacune des marinas via un genre de parcours thématique où ils feront toutes les marinas et où ils vont consommer de la culture, du restaurant et des activités à chacun des petits ports de mer. Donc, on crée une nouvelle dynamique. J'aimerais aussi, via mon rôle de vice-président des relations parlementaires avec le Nouveau-Brunswick, que nous puissions développer une approche marketing entre le Nouveau-Brunswick et le Québec dans une vision de bassin versant. Donc, c'est un scénario. Tu peux partir de Chandler, aller virer à Caraquette, revenir à Bonaventure, retourner à Petit-Rocher, revenir à New Richmond, retourner à Dalhousie, revenir à Carleton. Bien, ça ferait, je dirais, un périple sécuritaire, mais de toute beauté avec une température extraordinaire, etc. Donc, ça c'est fait, mais il y a encore du travail à faire pour établir le plan marketing, consolider tout ça et permettre à des activités ou des services d'aller s'offrir sur chacune des marinas. Et on le voit, l'engouement qu'il y a autour de ces sports de voile-là. On le voit que les régates chaque année, c'est un succès. Il y a eu une régate à Carleton l'été passé. Et des gens de partout au Québec sont venus. Ils ont tombé en amour avec le site. Oui. La qualité, sécurité, chaleur.
C'est un des déterminants qui est principal. Et c'est prouvé aussi que c'est les personnes qui vont voyager en voilier ont plus d'argent à dépenser lorsqu'on débarque. Bien, quand tu te promènes en voilier, là, puis c'est ton moyen de transport, on s'entend que ça va bien. tu ne manges pas des sandwichs au ballonné, là. En tant que député de Bonaventure, vous avez une enveloppe discrétionnaire. Bon, je ne sais pas si on peut parler de chiffres, là, mais c'est en bas de 100 000 tout près de 90 000 90 000 En quoi a servi cette enveloppe-là au courant de 2013? Écoutez, sans discrétion, mais non, mais c'est public je de peux toute pas façon. c'est public, les gens ont accès à tout ça. Ça serait difficile de nommer tout le monde. Mais en général, les chevaliers de colons, les fermières, les écoles, souvent, je suis très sensible. Tout groupe qui offre un service à la communauté. Prenons, les fermières. Bien, qui s'occupe du lunch puis du café quand il y a quelqu'un qui est décédé? Qui prend en charge le soutien de la communauté, de la famille, quand il y a un individu qui est un proche qui est décédé puis que la famille sont un peu, je dirais, sont malheureux puis ça leur... Bon, mais il y a des gens qui les appuient là-dedans. Puis ces organismes-là, là, ça nous fait extrêmement plaisir de les appuyer via des dons que nous faisons de 500 $ en moyenne. Ça peut être un voyage pour de jeunes qui finissent le secondaire 5 puis qui n'ont pas beaucoup de moyens puis qui veulent aller à Montréal. Ça peut être un concours de panache pour féliciter la bravoure de nos valeureux chasseurs. Est-ce que ce sont ces gens-là qui vous approchent pour avoir de quoi ou c'est vous vraiment? Ils nous approchent, mais je m'aperçois qu'il y a des organismes qui n'ont jamais fait affaire avec nous, vers qui je vais, puis je dis ça existe. Ça ne sert pas juste à ça. Puis souvent, quand les montants sont plus gros, 5, 10, 15 000 $, 15 000 c'est rare, là, mais mettons jusqu'à 10 000, je fais appel à mes collègues dans leur discrétionnaire, entre autres les ministres. Donc moi, j'ai à peu près 90 000, mais on a quand même donné tout près de 250 260 000 $ en discrétionnaire aux organismes de la circonscription de Bonaventure. Okay. Mes collègues sont très généreux. Quand on parle de la circonscription, là, ils ont comme une sensibilité. Depuis qu'ils sont venus au caucus, entre autres, ils aiment tellement la région mais non, ça peut être, je ne sais pas moi, on a fait un montage financier il n'y a pas longtemps pour soutenir un genre de popote roulante, là, puis il y avait besoin d'acheter un véhicule pour aller donner à manger à des gens qui avaient des problèmes. J'ai fait un montage, puis on a réussi à ramasser l'argent. Puis ils vont acheter leur véhicule. Puis ça, on ne fait pas de conférence de presse là-dessus. Non. Je ne fais pas de pouce politique, mais les gens sont heureux de ça. Puis souvent, ce n'est pas les grandes affaires qui font que ça change, c'est des petits gestes pour des gens au bon moment. Ça a souvent plus d'impact que... On sait qu'entre autres, les différents groupes communautaires du coin ont vécu des coupes aussi, ouais. là, des grosses coupes qui se sont passées en 2012, 2011 et même en 2013 aussi. C'est une façon aussi de façon... Moi, là, écoutez, en tant que député, si j'avais la sacoche infinie puis je pouvais aider tout le monde, on le ferait. Mais on ne peut pas faire ça, c'est impossible. On aide, on priorise, puis on oriente les sous, ce qu'on peut. C'est sûr que les coupes dans le monde communautaire ou la non-indexation des revenus du monde communautaire qui n'a pas suivi l'inflation, disons que les gens sont très malheureux de tout ça, puis ils nous le font savoir, puis c'est tout à fait légitime et démocratique de nous le dire. J'ai eu des manifestations à mon bureau de Carleton, puis c'est tout à fait normal, puis c'est correct. Mais les gens doivent savoir qu'on travaille fort pour essayer de chercher tout ce qu'on peut aller chercher. Mais il y a une limite. C'est des besoins extrêmes dans un monde fini. Dans cette enveloppe discrétionnaire, est-ce que c'est cet argent qu'on s'est servi aussi concernant l'asphalte? On est venu en aide à différentes ça, c'est une autre enveloppe. C'est une autre enveloppe. C'est une autre enveloppe. Ça, c'est un autre dossier. Imaginez ma surprise quand je reçois une lettre du ministre me disant que j'ai 260 000 $ de discrétionnaire pour soutenir les travaux routiers dans les municipalités de ma circonscription. Et là, j'ai fait le saut. J'ai dit, ah ouais, je ne savais pas ça. Personne ne m'avait averti de ça. Et là, je me suis assis avec ma gang. J'ai dit, bon, comment on gère ça? Et là, on est arrivé à un constat, c'est l'équité. On a dit, on a tant de sous. Moi, j'ai exigé une chose, par contre. On vous donne les sous si vous le faites en régie interne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vous donne des sous, vous devez utiliser votre machinerie, votre personnel, et vous mettrez l'argent où vous voudrez là-dedans pour faire vos travaux. Okay? Ça va payer du gaz, puis de la réparation, puis des salaires. Mais je voulais que ça soit géré par les municipalités pour ne pas qu'il y ait une prise de profit extrême en donnant ça en sous-traitance.
Oui, parce Donc, que c'est là que l'argent se fait, là. bon, on le sait, là. Donc, on a fait une règle de 3. On a dit on a 26 municipalités, on a tant de personnes par municipalité. Bon, bien, une municipalité de 500 personnes, c'est ça. Une de 2000, c'est ça, etc., etc. Donc, on est arrivé à des chiffres. Et on a envoyé les chèques. La réponse des gens? Et là, le téléphone a sonné. Content, pas content? Ah, c'était de toutes les manières. Donc, ben, exemple, téléphone sonne, M. Roy. Oui. On a reçu 10 000 de votre part pour nos travaux dans le réseau municipal. Je dis oui. Et puis, ben, c'est parce qu'on n'en a jamais eu avant. Là, j'ai fait comme, ah oui. Et d'autres téléphones, c'était, M. Roy, ben, c'est parce qu'on a eu la moitié de ce qu'on avait avant. Donc, je me suis aperçu que c'était pas tout à fait... C'était très discrétionnaire. Ouais. OK? Mais moi, j'essaie d'éviter ça. Parce que quand tu... Moi, j'essaie d'être équitable puis de faire en sorte que les argents, entre autres quand j'ai accès à ces budgets-là, on fait attention puis on donne en fonction de normes et de critères. Mais quand on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on fait? Bien, ça se sait, ça. Ouais. Une municipalité peut avoir plus de gains qu'une autre et là, la chicane pogne. Les guerres de clocher. Les guerres de clocher. Et quand les guerres de clocher se manifestent, comment voulez-vous orienter et faire que, je dirais, plusieurs municipalités collaborent à un projet de développement commun? Quand ils ont des rancunes sur de l'iniquité structurelle qui était là auparavant. Donc, le but du jeu, en tout cas, selon ma philosophie à moi, c'est de mettre de l'équité partout et de rapprocher les communautés pour que la force de frappe pour revendiquer du développement soit plus efficace. Si on se divise, on n'a pas de crédibilité. L'énergie qu'on a à se mettre ensemble pour se développer est diluée dans des guerres abrasives et fratricides. On ne peut pas faire ça en Gaspésie, on ne peut plus faire ça. Mais là, ça, on ne peut plus, on n'est plus rendu là. On n'est plus rendu là, on est en 2014. C'est ça. Mais là, on commence, ça, c'est que le dossier de l'asphalte, mais ça pourrait se diriger dans différentes sphères de l'économie ou peu importe. C'est dans tous les secteurs. Il faut... Mais justement, l'asphalte, là, parce qu'on entend souvent parler, parce que des fois, les nouvelles sortent, comme on a jasé, il ne se passe rien, est-ce que, je pense quand même aujourd'hui ou hier, ou la semaine dernière... Il y a des travaux qui se font. Tout le monde... Je pense que les gens sont au courant de ça. Il y a un comité qui a été nommé, et donc je fais partie. Puis la commande vient du ministre. Des Transports. Le ministre des Transports, Sylvain Gaudreault, qui a clairement mandaté le directeur régional de Rimouski de trouver des solutions. On a créé un comité réduit qui travaille très fort actuellement, je peux vous garantir, pour arriver à quelque chose qui va être déposé, nous l'espérons, ce printemps. Est-ce que c'est de convaincre l'entreprise de charger moins cher, le moins 50 %? Je ne peux pas rentrer sur les détails OK. parce que le ministre n'a pas pris connaissance de l'ensemble des propositions qui vont être faites. Mais je peux vous dire qu'il y a une volonté. Il n'y a jamais eu autant de volonté politique de régler ce dossier-là qu'aujourd'hui. Et on est tout près d'une résolution, mais je ne peux pas donner aucun détail sur ce qui se fait, mais je peux vous dire que ça travaille fort. Puis je suis sur le comité et puis tous les acteurs sont conscients et sont très heureux, je dirais, de la démarche. Donc, ça va bien. Mais est-ce que, sans rentrer dans le précis, il y a eu des options, des options d'amener, je ne sais pas moi, de démarrer notre propre entreprise entre des villages pour faire de l'asphalte? Je ne peux absolument pas dire un mot là-dessus, M. Gagnon. Okay. Sinon, je peux mettre en péril le projet au complet. Si demeurons rapidement clore peut-être le bilan en 2013 de votre première année au complet comme député, si on parle parce que c'est un domaine que vous connaissez particulièrement, la forêt, oui, la création d'emplois qu'il y a eu durant 2013, ça ressemble à quoi? Et qu'est-ce que peut-être en 2014 ça va amener? La forêt, c'est problématique dans le sens où, je vais commencer par le début. Là. Vous savez que les travaux qui ont été faits en forêt depuis des années ont amené des transformations, je dirais, du peuplement. On a fait du pré-commercial. Pré-commercial, ça veut dire quoi? C'est que tu rentres dans une talle d'épinette là, qui est toute repoussée, là, puis tu élimines toutes les tiges oppressantes pour prendre le langage des techniciens forestiers pour laisser une épinette à tous les 6 pieds, à peu près. Mais quand tu fais ça pendant 25 ans, là, à un moment donné, là, les épinettes que tu as restées debout, là, c'est plus du pré-commercial, c'est du commercial. Mm-hmm. Et là, on est passé d'un peuplement où on faisait de l'éclaircie pré-commerciale à une transformation du travail sur le terrain qui doit passer à de l'éclaircie commerciale. De l'éclaircie commerciale, ça ne se fait pas de la même manière que de l'éclaircie pré-commerciale. Et là, bien, on est là.
En tout cas, ce que Donc, j'en on sais, récolte ce qu'on a semé, finalement. c'est Ça, qu'il faut qu'on fasse une deuxième, je dirais, une deuxième nature de travaux qui sont pas les mêmes que ce qu'on faisait avant. Avant, les gars, ils se promenaient avec des débroussailleuses debout. Posture debout, puis là, tu pognes des techniques, tu coupes ton bois. Mais maintenant, on demande à ces gars-là de se pencher avec des scies mécaniques pour abattre des arbres qui sont des arbres commerciaux, mais de l'éclaircie pré-commerciaux. Ça veut dire quoi? C'est des arbres qui sont plus gros, mais qu'on ne peut plus abattre à la débrousse. Donc, il y a une mutation ou un transfert des budgets du pré-commercial, de l'éclaircie pré-commerciale vers l'éclaircie commerciale. Mais là, il y a de la résistance. Mhm. Et c'est ça qu'il faut qu'on essaie de stimuler le transfert je dirais, des techniques de coupe vers ça. Donc, ça, c'est une chose. Donc, on a eu des résistances à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a eu des coupes au niveau pré-commercial. C'est sûr, parce qu'il y a du transfert vers le commercial. Ceci étant dit, ça, c'est une réalité qui est là, puis que je pense que les gens prennent conscience, puis le monde le sait, ça. Deuxième chose, on a reconduit le fonds de création d'emplois en forêt. Ça sert à quoi? C'est 6 millions. Ça sert à aider les gens qui arrivent à un certain âge puis qui sont payés à l'heure. Parce qu'en forêt, tu es payé à production. Mhm. C'est temps de l'âge. Mais là, quand tu arrives à 55 ans, les tendinites, puis le métier de forestier, c'est le seul métier où plus tu prends d'expérience, moins tu es payé parce C'est que ça. moins tu es capable de produire. Moi, tu es de rendement. Donc, te donner à l'heure, un salaire à l'heure, ben, ça vient soutenir ces gens-là. Et lors du forum qui a eu lieu au lac Saint-Jean, sur la forêt, la ministre a annoncé 30 millions de plus dans les travaux sylvicoles. OK? Donc, nous, en Gaspésie, nous allons augmenter théoriquement le nombre de travailleurs forestiers grâce à l'ajout de budget. Donc, ça peut dire peut-être quelques millions de dollars de plus, mais c'est important étant donné notre démographie. Puis, La précarité de l'emploi. oui, mais la forêt, là, il va y avoir un problème de relève aussi. Mhm. Ben oui, Hein? inévitablement. Je veux dire, moi, j'ai fait du précom à une certaine époque, puis je gagnais bien ma vie, mais il n'y avait pas beaucoup de jeunes. Mhm. Puis, puis c'est pas... Puis moi, j'ai toujours dit que les travailleurs forestiers ne le font pas par dépit, ils le font parce qu'ils aiment ça. Ce sont des gens qui aiment la forêt. Donc, ce sont des personnes qui, souvent, la fin de semaine, vont être en forêt aussi pour aller à leur trou de chasse, etc. Ça pourrait ressembler à quoi en création d'emplois, en chiffres? Est-ce que déjà on peut Je statuer? n'ai pas de chiffres, parce que là, on n'a pas extrapolé là-dessus encore, là, mais ça va venir sous peu. Là. D'après moi, là, on va avoir les données, puis les coopératives, tout ça, là, on va travailler avec eux autres pour essayer de voir comment ils vont, où est-ce qu'ils vont mettre ça, et de quelle manière ils vont le faire. Alors voilà pour le bilan de 2013, M. Roy. Si on regarde vers l'avant, ben on est dedans, on est en 14 maintenant. Juste qu'on revienne rapidement sur la médecine nucléaire. Oui. Rapidement parce que c'est ressorti dans les médias, entre autres Mme Normando qui est revenue dans le paysage là-dessus, qui est maintenant administratrice du C3S de la baie des Chaleurs. Médecine nucléaire, on a ramassé de l'argent, ça se fait-tu, ça se fait-tu pas? Bon. La seule constante, c'est le changement, disait Héraclite, un vieux philosophe. Les sociétés se transforment, les technologies se transforment, les modes d'opération, des choses bougent. À partir du moment où la Fondation a été mise sur pied pour faire l'achat de cet équipement-là, ben, il y avait un besoin. Mhm. Mais ce besoin-là a été comblé par ce qui est offert à Chandler. Roger Percier, oui. Bon. Et ça a permis il y a eu une professionnalisation qui s'est faite. Les gens ont appris à travailler avec ça. Et à un point tel qu'actuellement, il n'y a plus de liste d'attente en médecine nucléaire. Donc, on répond aux besoins. Là. On répond aux besoins. Et là, on prend une fondation qui a accumulé des sous, qui avait une mission au début pour acheter un appareil, et qui, là, mais l'achat de l'appareil n'a plus de raison d'être. OK? Et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Est-ce qu'on instaure une stratégie de compétition en 2014 où les budgets sont limités, ou on instaure une stratégie de collaboration et de complémentarisation? Entre les C3S. Entre les C3S. Puis, hier, un journaliste me demandait est-ce que ça ne va pas enlever de la crédibilité à la Fondation s'ils ne vont pas acheter leur appareil? Je dis absolument pas. Les gens ont donné pour avoir accès à des soins de santé de qualité. Ils n'ont pas donné pour un instrument technologique X, ils ont donné pour une amélioration de l'offre de soins. Donc, selon moi, la Fondation respecte sa mission,
si elle poursuit sa réflexion en collaboration avec les médecins, parce que les médecins ont un mot à dire, ce sont eux les spécialistes. C'est eux qui vont déterminer si on achète, bon, je sais pas moi, de la résonance magnétique, par exemple. Je donne un exemple comme ça. Bien, s'ils vont faire l'acquisition de cet instrument-là qui vient complémentariser Chandler, on a une offre de service drôlement efficace dans toute notre région. On vient bonifier le service. On vient bonifier. Est-ce qu'on va vers la bonification ou on va vers la compétition et les guerres de clochers, encore une fois? Voilà. Bien, vous avez une piste intéressante parce que on s'en parle des fois, les journalistes dans les médias, on se pose des questions en se disant, ça se peut-tu qu'entre le C3S, pour les nommer, de la baie des Chaleurs et celui de Rocher-Percé, est-ce qu'il y a une compétition à dire mon centre hospitalier est meilleur que le tien? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on le sent, ça, de votre côté? Moi, je travaille pas à ce niveau-là. Je travaille vraiment au niveau de soutenir les acteurs dans leur mission, puis la compétition, il va toujours avoir de la compétition, hein? Ça, il faut s'entendre. Mais une compétition saine, c'est une chose. Ouais, mais une compétition malsaine, c'en est une autre. Donc, on peut stimuler une compétition saine. Tu sais, je sais pas moi, d'abaisser le nombre de maladies nosocomiales, des maladies d'infection dans les hôpitaux. Ils peuvent se compétitionner à ce niveau-là, mais pas se compétitionner sur de la technologie qui coûte des millions de dollars et qui demande des budgets énormes médecine nucléaire, c'est 300 000 annuels de récurrent juste pour entretenir ça, sans parler de la problématique des matériaux radioactifs qu'il faut acheter et dont il y a eu une pénurie il n'y a pas longtemps. C'est pas rien, ça, là, les isotopes. Là. On a eu une pénurie, ils ont eu peur. Là. Ouais. L'entreposage, l'achat, le transport, l'entreposage, la durée de vie de tout ça, c'est hallucinant comment c'est complexe. De créer deux systèmes de complexité comme ça, on a-tu besoin de ça? Et dans un contexte où les besoins sont comblés. Donc, je pense que la population qui a donné beaucoup à la Fondation elle comprend que la société est mouvante, que les technologies bougent, que l'offre de services a bougé. Et je suis confiant qu'ils vont entériner l'achat d'un autre équipement. C'est un peu, il y a un paradoxe. Si on désire instaurer ce service-là qui coûte 300 000 annuellement, vous disiez? De récurrent. Récurrent, alors qu'on nous a menacé en 2013 de fermer l'urgence de nuit du CLSC de Passepébiac, exemple. Il y a un paradoxe là-dedans. Là. Oui, mais bon, ça, c'était pas une menace, ça, c'était un... Comment je vous dirais ça, là? Bien, les administrateurs en ont parlé sérieusement. Oui, mais disons qu'on en a parlé aussi. Je peux vous garantir que c'est pas sur la table à dessin pour le moment, là. Puis j'espère que ça ne sera pas tant que je vais être là. Non, on ne peut pas laisser ça aller parce que ça ne passerait pas, là. Puis le ministre m'a confirmé que c'était une solution qui n'était pas envisageable. Donc, je pense que la population n'a pas à s'inquiéter à ce niveau-là. Si, en terminant, je vous pose la question, qu'est-ce que 2014 nous réserve, mettons, économiquement, sur le point économique en Gaspésie? Peut-être une année d'élection, hein? Sûrement. Oui? Qui vous a dit ça? Arrêtez-vous! J'ai un pressentiment comme ça. Je vais vous dire une chose là-dessus. Moi, là, je suis énormément sollicité en commission parlementaire. Et j'ai appris sur le tas, je ne connaissais pas ça, mais un gouvernement minoritaire, là, qui est en commission parlementaire, là, c'est très difficile. On se fait, excusez l'expression, mais varloper, puis tirer des tomates, puis c'est dur à vivre. Fait que moi j'ai comme, on va dire comme le vieux Médée, j'ai pour mon dire là, que tant qu'à vivre ça pendant des années, là, j'aime autant y retourner en élection, pour que nous clarifions la situation, puis d'être capable de fonctionner comme il faut. Parce que c'est très difficile. Tu sors de là, tu as une certaine frustration, puis c'est pas bon pour la santé, ils l'ont dit à la télévision, vous savez. Et tant qu'à vivre ça, puis à se faire, écoutez, projet de loi sur les mines, on est obligé de revenir, je ne sais pas combien de projets de loi ont tombé, le projet éolien en arrière de Scuminac, 330 millions pour l'industrie éolienne, là. Les libéraux ne voulaient pas que ça passe, on est obligé de se battre, on est obligé de faire venir les maires de la baie des Chaleurs pour défendre les dossiers. C'est difficile. Fait que tant qu'à vivre ça pendant des années, aussi bien aller devant la population et de prendre acte de la décision collective que les gens vont prendre. Ça reviendra à la population québécoise à décider. 2014, on attend d'ici un mois le jugement du juge Benoît Moulin dans la cause de Petrolia versus Gaspé. Ce serait un dossier qu'on devrait reparler. Je ne peux pas me prononcer sans coup. Mais en 2014, ça va retenir l'attention, Simon McGuinness aussi. Sinon, côté dossier économique, qu'est-ce qui est... on va poursuivre la consolidation de ce qui était déjà fait. Les secteurs d'activité, là, c'est sûr qu'au niveau éolien, nous aimerions beaucoup, et alors là, beaucoup,
avoir des usines d'autres composantes. Pas juste faire le tubing puis les pannes. On peut-tu faire des pièces plus technologiquement avancées? Vous savez, les technologies de l'information et des communications, c'est un secteur qu'on va être obligé de pousser en Gaspésie puis de soutenir parce qu'on peut faire venir des jeunes, des gens qui ont de l'expertise pour travailler partout dans le monde, à fournir des services. Et ça, on peut aller vers, regardez, la forêt, les pêches, tout ça, le tourisme sont des économies de base qui sont là, mais c'est pas avec ça qu'on va assurer je dirais, une dynamisation et une entrée de la Gaspésie dans le 21e siècle. Moi, je crois aux nouvelles technologies, je crois à toutes sortes d'autres secteurs qu'il faut soutenir et qui peuvent prendre la place c'est ce qu'on appelle le passage d'une société industrielle à post-industrielle. C'est sûr qu'avec Ciment Mécanisme, si ça se concrétise, on vient de créer une petite plateforme industrielle. Mais ce n'est pas le Klondike, là. On n'est pas dans l'industrie automobile en Ontario. Donc, il faut diversifier nos opérations, je dirais diversifier notre portefeuille économique via des nouvelles technologies. Les pièces d'éoliennes, je pense au Centre de technologie et de l'information à Chandler, il y a une gang dynamique là qui pousse, mais à un moment donné, ça peut faire des petits partout, ça. Puis à poursuivre aussi le travail déjà amorcé dans tous les autres dossiers. J'imagine aussi que quand on parle de nouvelles technologies, de varier les différentes rentrées d'argent, il faut garder aussi, maintenir le cap du récréo touristique, de garder l'environnement sain aussi. Absolument, absolument. Ben oui, c'est sûr. Même si, on a toute la problématique environnementale associée à l'implantation d'une usine de ciment, c'est sûr que ça va avoir... Impact réel. Il va y avoir des impacts réels, je le sais, on le sait. Sauf que dans une société, on a des choix à prendre. Puis dans des conditions comme, je dirais, dans MRC Rocher-Percé, ou à tout le moins, si je regarde dans certains coins où les conditions de vie sont assez difficiles, bien, ces gens-là, ils sont prêts à le vivre. Puis, écoutez, il n'y a rien de facile. Hein? Vous m'ouvrez une porte assez intéressante concernant justement la construction possible de la cimenterie. Vous avez eu de la visite la semaine dernière de grutiers. Non, mais je veux dire, est-ce que ça ne vous donne pas un petit signal d'alarme de peut-être s'assurer avec Ciment Mécanisme qu'on va embaucher du local pour la construction de la cimenterie? Écoutez, le message est passé. Hein? et je peux vous garantir que, il y a eu la problématique des grutiers. Et ça n'a pas été long que j'ai appelé à Énarcon. Puis je voulais avoir l'heure juste, puis j'ai appelé au ministère de Agnès Maltais pour connaître les règles de la CCQ via la RC20. Et bref, on est dans les lois. Là. Parce que c'est de la sous-traitance, on a le droit d'aller chez la sous-traitance amène son personnel, puis c'est toujours, tu as deux champs juridiques qui sont en collision. Tu as celui qui dit l'entrepreneur peut amener le personnel de son choix, puis l'autre qui dit on doit favoriser la main-d'œuvre locale. Ça se fait de bonne foi, finalement. Non? Mais je pense que les entreprises ont intérêt à avoir une acceptabilité sociale de leur projet via vraiment l'embauche locale. Ils ont intérêt à faire ça, parce qu'ils ne vont pas se faire d'alliés dans la région. Ça fait que je crois que ces gens-là ont entendu le message et je ne suis pas tout seul à le porter, Gaétan le porte aussi. Donc, alors voilà pour le bilan 2013 de ce qui s'est passé du côté de notre député de Bonaventure au niveau provincial. Grosse année, votre équipe aussi. Hein, on va le dire que vous avez une grosse équipe. Je tiens à souligner là, que tout seul, ça serait impossible. La circonscription des plateaux de la Matapédia jusqu'à Chandler, Saint-François-de-Pabeau, c'est immense. Je ne peux pas tout gérer et tout régler. J'ai une équipe formidable. J'ai Hugues Lantin à Chandler, qui travaille très fort, qui est très habile. Il règle des petites affaires, le monsieur qui ne peut pas avoir son permis, etc. Tout à fait légalement, mais il y a des gens à se guider. J'ai Steve Bugeaud à Bonaventure, qui a un profil. Hugues a une maîtrise en développement régional. Steve, c'est un spécialiste en environnement. J'ai Jean-François Côté à Carleton, qui a travaillé 30 ans, je dirais, au bureau de chômage à New Richmond. C'est un gars qui a de l'expérience, connaît tout le monde. J'ai une adjointe administrative formidable, Hélène Pinault, qui a beaucoup d'expérience aussi. Et j'ai quelqu'un à Québec, 2 jours semaine, une jeune étudiante en communication à qui je permets de vivre une bonne expérience. Donc, une belle équipe. Et moi, j'appelle ça une bonne sauce à spaghetti. Là, puis tout le monde est dévoué. Ces gens-là travaillent pour la circonscription. Ils ne travaillent pas pour eux. Ils travaillent pour m'aider aussi, mais
ils ont vraiment à cœur. C'était des agents de développement naturel avant. Donc, c'est une belle équipe, puis je les salue, puis je les félicite. Ils sont formidables, puis on travaille ensemble. On aura l'occasion de se reparler en 2014. On a d'autres dossiers à parler. Aujourd'hui, on a fait un beau bilan, mais là, il faut regarder en avant. Merci beaucoup encore une fois, M. Roy. Ça m'a fait extrêmement plaisir, M. Gagnon. Merci.